Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Mamadou Bamba Ndiaye, inhumé cet après-midi au cimetière de Yoff. Ses amis et proches parlent de perte d'un grand défenseur de l'islam. Sa famille refute la thèse selon laquelle il est décédé du coronavirus. Situation de la pandémie au Sénégal. Le ministère de la Santé annonce ce samedi 4 décès liés au coronavirus. Également 108 nouvelles contaminations, dont 22 issues de la transmission communautaire. Mort du présumé voleur du véhicule au domicile de Messen. La famille nie la version de la gendarmerie qui parle de décès suite à une crise cardiaque. Le père du défunt soutient que son fils a été tabassé à mort. Et puis à Guédiawaye, des mécaniciens déguerpis en colère contre le préfet. Ils soutiennent qu'il refuse l'accès sur le site qui leur a été affecté par la mairie de Wakhinane Nimzat. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Mamadou Bamba Ndiaye repose désormais au cimetière de Yoff. Ses amis et proches l'ont accompagné à sa dernière demeure. Les témoignages sont unanimes. Un grand défenseur de l'islam s'en est allé. À Pape Faraning, Ahmadouba, reportage. C'est dans cette ambulance des sapeurs-pompiers que la dépouille de l'ancien ministre des Affaires religieuses Souad a été acheminée au cimetière de Yoff. Des amis et proches retiennent du défunt un véritable homme de Dieu et de conviction. C'était un grand défenseur de l'islam, ce que nous retenons de Oustaz Bamba Ndiaye. Le militantisme islamique, c'est lui qui nous l'a enseigné. Ça fait plus de 30 ans. Il a été un acteur dynamique de l'islam. Et c'est ce qu'il nous a légué. C'est l'islam qui a perdu une voix. C'est une voix de l'islam qui vient de s'atteindre. C'est que je considère qu'il a mené une vie utile. C'est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, s'est montré généreux dans l'effort, généreux dans le partage de ses connaissances, généreux également dans la défense de l'islam. Engagement kenn nattable wu doy na sëkk rek nit mën a wax ne engagement bi Bamba amoon ci diina. Oustaz Bamba Ndiaye était aussi un homme multidimensionnel et généreux de son savoir qu'il partageait avec tout le monde. C'était un grand défenseur de l'islam, un grand défenseur des causes islamiques. Nous, en tant que journalistes, à chaque fois qu'on le sollicitait, il était très prompt à répondre à l'invitation, quelle que soit l'heure et quel que soit le motif, il est toujours là pour répondre. Il était toujours là pour répondre à cette invitation-là. Parce qu'il a été aussi directeur de publication du Messager, directeur de la radio CFM. Donc c'est un confrère, c'est la presse aussi qui a perdu un grand homme. Il était sur tous les plateaux de la télévision au Sénégal pour propager les enseignements de l'islam. Donc c'est quelqu'un sur qui vraiment le Sénégal comptait beaucoup pour avoir des éclairages, notamment sur les phénomènes actuels. L'ancien ministre des Affaires religieuses était aussi le trait d'union entre deux cultures. La culture que portent ceux qui sortent de l'école française, ceux qui sont formés dans l'école française, et ces Sénégalais qui sont formés dans les daara et dans les universités arabophones. C'est grâce à lui que ces Sénégalais-là sont devenus aujourd'hui des vrais républicains. C'est grâce à lui que beaucoup de Sénégalais ne sont pas devenus des radicaux. Doon nañu defal itam léeg-léeg ay nuits d'études maanaam di fanaan ak moom li gën a yéeme nga xam ne kilifa la woon booba jiite ONG yu mag a mag a mag waaye dañ doon dem bureau wax ko mu nungul ñu. Les témoignages sont unanimes. Oustaz Mohamed Bamba Ndiaye était un homme de Dieu, doublé d'un républicain. Il reporte désormais au cimetière musulman de Yoff, accompagné par une foule immense. Puis rappeler que son fils Bachir Ndiaye soutient que son père n'est pas décédé des suites du coronavirus. 4 patients décédés du Covid-19 selon le ministère de la Santé qui a également annoncé ce samedi 108 nouvelles contaminations dont 22 issues de la transmission communautaire. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. 959 tests réalisés. 108 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,26%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 86 cas contacts suivis par nos services, 22 issus de la transmission communautaire
répartis entre Guédiawaye 3, Touba 3, HLM 2, Colobane 1, Dalifort 1, Diamniadio 1, Diouloulou 1, Diourbel 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Kolda 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Mariste 1, Pikine 1, Thiaroye 1 et Vélingara 1. 47 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 42 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Mousnakh Ngor, c'est dans la commune de Notto Diobass. Des populations déplorent le manque d'infrastructures sanitaires. La case de santé construite n'est pas fonctionnelle faute de personnel. Les détails avec Cheranta Diop et Seyla Tir. Mousnakh Ngor est un village très enclavé situé dans la commune de Notto Diobass. L'accès est extrêmement difficile. La piste est sablonneuse. Selon les populations, des efforts sont consentis par les autorités locales, mais cette localité manque d'infrastructures sanitaires. Par rapport à nos doléances, la population de Mousnakh Ngor lance un appel au président Macky Sall et au maire de Notto Diobass au matériel complet pour le fonctionnement de notre case de santé et aussi une route reliant la poste de santé à la zone urbaine. S'agissant des aides alimentaires distribuées dans le cadre de la résilience économique et sociale, Mousnakh Ngor est bien servi. En ce moment, la commune de Notto Diobass, notamment le village de Mousnakh Ngor, vient de bénéficier d'une part importante des denrées alimentaires sous la disponibilité du sous-préfet de Notto Diobass. L'occasion a été saisie par les jeunes du village pour sensibiliser les populations sur la pandémie. Nous avons mis en place un système pour le respect des mesures barrières. Tous les jeunes sont restés au village et que personne ne vienne ici. Les jeunes de Mousnakh Ngor veulent prendre en charge le développement de leur localité. Ils ont mis en place de nombreux programmes de développement. Pour eux, c'est un manque d'emploi qui pousse les jeunes à aller à Thiès et à Dakar pour chercher un bien-être. Tout annoncé dans les titres de cette édition, le présumé voleur du véhicule au domicile du lutteur Eumeu Sène, décédé des suites d'une crise cardiaque. Selon la gendarmerie, la famille du défunt nie cette thèse. Il soutient que le jeune homme âgé de 27 ans a été tabassé à mort et elle prévoit de porter l'affaire devant la justice. Les explications de nos reporters Habib Faye et Modou Diop. Sur ces images, le présumé voleur de véhicules au domicile du lutteur Eumeu Sène ligoté. Quelques instants plus tard, on voit deux gendarmes venir le cueillir sous les yeux du leader de Taïchingue. Chez la famille éplorée, le père frappé par l'annonce de la mort de Ibou Touré. Il vient de perdre son fils tabassé à mort. Oui, moi je trouve que c'est volontaire, c'est homicide volontaire. Parce que quand on prend un gosse de 27 ans, c'est tout jeune, vous le tabassez avec des gros guerres. Je trouve qu'ils l'ont fait exprès quand même. Mamadou Touré nie les causes de la mort de son fils de 27 ans. Il compte rester en justice pour que cette affaire soit élucidée. Mon fils est mort 24 heures. Je l'ai su après 24 heures. Donc, dans les locaux. On m'a dit que c'est dans les locaux de la gendarmerie. Suite à des crises, mais mon fils n'a jamais eu de crise. Donc on l'a tabassé à mort, on l'a ligoté. Donc je demande que la justice soit faite par rapport à ça. Il estime que la responsabilité du lutteur est engagée. Oui, on peut passer devant Eumeu Sène, ils l'ont tabassé, ils l'ont ligoté devant Eumeu Sène. Donc le déplore ça vraiment. Ça fait mal quand même, ça fait mal, ça fait très mal. La responsabilité de Eumeu Sène est engagée parce qu'il pouvait réagir par rapport à ça. Mais je l'ai vu, il était là, sans rien dire. Dans le communiqué de la gendarmerie, le jeune Ibou Touré serait mort suite à une crise dans les locaux de la brigade de la gendarmerie de Mbao. Une autopsie va être effectuée.
Les tentatives de nos reporters de joindre l'entourage du lutteur sont restées vaines. Au camion de marchandises à bord duquel les gendarmes de la brigade de Popenguine avaient trouvé 100 kg de chanvre indien le 29 juin dernier n'en finit plus de surprendre les enquêteurs. Ce 1er juillet, en effet, près de 375 kg ont été découverts, dissimulés sous le plancher du véhicule réaménagé à cet effet. Au total, donc, 470 kg de chanvre indien ont été saisis sur ce camion immatriculé au Mali. La colère des mécaniciens de Guédiawaye d'Ekerpi, ils accusent le préfet d'être à l'origine de cette situation. Ils soutiennent que l'autorité leur a refusé l'accès sur le site qui leur a été affecté par la mairie de Wakhinane Nimzat en City. Ils se sont confiés à nos reporters Salif Sow et Asmalik Diop. Nous n'en pouvons plus de ces déguerpissements à n'en plus finir. Imaginez que c'est la 4e fois, rien qu'à Guédiawaye. Ne sommes-nous pas des fils de ce pays? Vous savez, ce lieu est même un dépotoir d'ordures versé par des charretiers. J'ai eu même à informer l'autorité. Mais rien n'a été fait, préférant nous déguerpir dans un contexte difficile avec la pandémie. C'est loin d'être une sage décision. Voilà, toutes nos excuses pour cet élément. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le collectif des agents de transfert d'argent va porter plainte contre Wave. C'est une nouvelle entité qui fait dans le mobile money. Il l'accuse de rupture abusive de contrats et de blocage du réseau de transfert, entre autres. Nous écoutons leur porte-parole, Biram Assal, interrogé par Pape Faraning et Ahmadouba. La société Wave s'était engagée préalablement dans ce contrat à autofinancer les points faisant partie de cet accord. Au bout de quelques mois, cette même structure impose à ces mêmes points une résiliation sans préavis, ainsi impose la restitution immédiate de tous ces fonds de garantie. Grande fut notre surprise quand nous avons assisté à un forcing de nos points afin de procéder à des blocages de comptes de distribution, comme si cela ne suffisait pas. Des huissiers furent détachés dans le milieu afin d'intimider les détenteurs de contrats, afin qu'ils signent immédiatement la résignation des non conformes aux termes contractuels. Nous avons à ce jour commis un pool d'avocats qui sera chargé en fait de faire face à cet affront. Donc nous portons cette affaire à partir de ce jour devant la justice sénégalaise et demandons que justice soit faite. Hausse du prix de l'eau. Le mètre cube est passé de 200 à 250 francs CFA et le bon de coupure de 1000 à 2500 francs. C'est le prix que pratique Flex Eau à Birkilane et les populations dénoncent cet état de fait. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications de Matar Ndaoye, le président de SOS Consommateurs, département Birkilane, interrogé par Omar Ndiaye. La population du département de Birkilane et l'ensemble des consommateurs de toutes les communes, Diamal, Mbelep, Kermbouki, Mabo, Ségrégata, Ndiognik et Birkilane communes sont aujourd'hui représentés ici autour de SOS Consommateurs pour fustiger la mauvaise gestion de l'eau gérée par Flex Eau. Vraiment, il y a problème. Des problèmes auxquels nous avons tant dénoncé, tant négocié, mais en vain. Le département de Birkilane réclame belle lurette, une eau de qualité. OFOR, Office des forages ruraux, avait signé un contrat avec Flex Eau dans le souci de fournir aux populations une eau de qualité et de quantité, d'éradiquer les fuites d'eau, de changer les compteurs, de diminuer le prix de l'eau, de construire un deuxième forage à Birkilane. Malheureusement, Flex Eau est incapable de remplir et d'atteindre ses objectifs signés avec la population. Nous interpellons directement M. le ministre Serigne Mbaye Thiam d'intervenir pour que les clauses du contrat et la gratuité de l'eau pour les 2 mois soient respectées,
Sinon, d'autres activités seront planifiées contre Flexo si rien n'est fait. L'Agence nationale de l'aquaculture en visite à Bomas et à Bunkiling pour les besoins de l'empoisonnement de 30 bassins à hauteur de 45 millions de francs CFA en financement de l'ANPEJ. L'ANA assure l'encadrement et la formation. La directrice générale Tening Sen en parle au micro de Bakary Condé. Nous sommes à Bona pour relancer les activités aquacoles sur 2 volets. D'abord, les jeunes ont bénéficié de financement pour mettre en place des cages de pisciculture. 30 cages ont déjà été installées. Après une récolte, après plusieurs mois, les cages sont restées vides. Donc aujourd'hui, on va procéder à l'empoisonnement de ces cages. Donc ces cages sont financées par l'ANPEJ, à travers le PAPEJ, à travers la FAO et aussi par l'ANA. Et donc suivi, encadré par l'ANA. Maintenant, en termes d'équipement, on a eu donc à acquérir un moulin parce que les sous-produits qui sont utilisés pour l'aliment de poisson doivent être moulus de façon très fine. Et ensuite, on a la fabrique d'aliments que vous avez vu avec un convoyeur qui a une capacité de 1 tonne-heure, donc qui peut vraiment permettre de développer une activité économique dans la zone. Donc aujourd'hui, l'ANA est en train de former les bénéficiaires sur comment formuler l'aliment et comment fabriquer l'aliment. Et dans le long terme, on vise quand même une autonomisation de tous les porteurs de projets aquacoles pour que l'activité puisse être pérenne globalement. Pendant ce temps, les députés de la commission développement rural de l'Assemblée nationale ont tourné dans le bassin arachidier et à Gandiaï. La mauvaise qualité des semences distribuées a interpellé ces parlementaires. Les détails avec Ibrahim Adiamé et Faligay. La délégation parlementaire dans les locaux de la compagnie pour l'exploitation des oléagineux, une usine qui vient de sortir de l'une de ses plus mauvaises campagnes de commercialisation. La commission développement rural de l'Assemblée nationale s'est faite l'avocat de cette usine à qui l'État devrait 4 milliards de francs CFA et qui avait même licencié une bonne partie de son personnel pour motifs économiques. À l'État d'abord de lui payer la dette intérieure, ça, nous avons fait des actions, quelques démarches, le gouvernement est tout à fait favorable. Nous avons rencontré le ministre de l'Agriculture, on a échangé. Il est dans d'excellentes dispositions pour que ces questions soient réglées. Maintenant, il faut que nous poussions aussi pour que Copéol reprenne la trituration, pour que les paysans de Copéol qui ont contractualisé, que l'État puisse prendre en charge cette dette-là, ou une partie de cette dette, et que l'on puisse accompagner Copéol. Auparavant, la délégation a fait le tour de quelques localités et a visité une usine de traitement de graines à Kawon après avoir rencontré des paysans à Gandiaï qui lui ont signifié la mauvaise qualité des semences qui leur ont été distribuées. Il nous a été signalé qu'il y a des semences qui ont été mises en place et qui ne sont pas de bonne qualité. Et plus encore, où la carte variétale n'a pas été respectée, où certaines variétés même qui ont été abandonnées sont en train d'être réintroduites dans le circuit. Ça, c'est très dangereux. Il faut qu'au niveau d'abord des services d'ERDER, au niveau de la direction de l'agriculture, et nous ne manquerons pas de les interpeller, il faut qu'on respecte cela. Aux opérateurs maintenant qui n'ont pas les moyens et qui ont pris des engagements avec l'État, s'ils ne peuvent pas les honorer, l'État n'a qu'à retirer. Il faut le faire définitivement. La précédente campagne de commercialisation arachidière a été marquée par une forte présence des opérateurs chinois qui a impacté négativement sur les industries locales. Pour que pareille situation ne se répète, les parlementaires demandent à l'État de réglementer et de mieux organiser le secteur. Medina Yorofoula, confronté aux difficultés de la commercialisation de l'arachide, les acteurs veulent mettre en place des unités de transformation de produits pour faire face à cette situation. Explication avec Abdoulaye Diallo. Réunis autour d'une association, les agro-pasteurs du département de Medina Yorofoula comptent mettre en place des unités de transformation des arachides, une manière pour eux de réduire les difficultés relatives à la commercialisation de l'arachide. Donc ça figure dans le programme parce que la culture de l'arachide, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est l'écoulement. Et dans notre programme de cette année, on a inclus la transformation même arachidière, la transformation locale. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir de l'arachide et de le vendre à des Chinois ou bien, mais de pouvoir transformer la matière première en matière finie avant d'avoir donc une plus-value. C'est ça qui va inciter les gens à plus favoriser l'agriculture de l'arachide. Et si on le fait, donc les champs vont augmenter. Et là aussi, Medina Yorofoula va avoir un rang dont il mérite. Parallèlement à cette activité, ils veulent aussi faire la promotion de la culture du sésame.
Donc nous avons envisagé d'améliorer la production de sésame dans le département, de mettre en place des magasins de stockage des produits, n'est-ce pas? Et aussi, donc, il y a la filière maïs aussi qui doit être améliorée. Et il y a aussi l'acquisition de matériel agricole. La protection de l'environnement et des activités pastorales sont dans le chronogramme de la présente campagne agricole. Pour l'élevage, donc il y a une idée, une vision d'amener des géniteurs, n'est-ce pas, de l'espèce vache, pour améliorer la production de lait ici à Médina-Yoro-Foulah. Il y a aussi donc l'élaboration d'unités de production, toujours n'est-ce pas, pour l'agriculture. Il y a aussi donc pour l'agriculture la filière avicole. Même si ces agropasteurs ont en leur sein de l'expertise et d'autres moyens, ils invitent l'État et les partenaires de l'État à soutenir leurs projets de développement qui, selon eux, pourraient apporter de la valeur ajoutée au département de Médina-Yoro-Foulah. Voilà, merci Abdoulaye Diallo. À Sédhiou, jeunes et femmes sur le terrain pour lutter contre l'insalubrité. Le service d'hygiène en a profité pour primer le village de Dialakunda, étant championne de la propreté sur place. Les explications de Bakary Konté. Ce sont souvent les femmes et les jeunes qui organisent des journées d'investissement humain dans la région de Sédhiou. Ces populations ont décidé de rendre propre leur localité. C'est le cas du village de Dialokunda, situé près de la Gambie, primé par le service d'hygiène de Sédhiou. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui nous sommes là à Dialokunda, le village le plus propre d'après les critères, le village le plus propre de la région, pour lui remettre un trophée avec l'appui de l'UNICEF et de l'ARD, un trophée et du matériel, des dispositifs de lave-mains pour les barrières dans la lutte contre la Covid-19. Il n'y a plus de défécation à l'air libre dans ce village. Il faut que le village soit un village FDAL. FDAL, ça veut dire fin de défécation à l'air libre. Actuellement à Dialokunda, il n'y a pas une concession qui ne dispose pas d'ouvrage d'assainissement. Donc, et puis quand on parle d'ouvrage d'assainissement, ce n'est pas uniquement la latrine bien fermée, et qu'il y ait un dispositif de lave-mains, c'est-à-dire le savon et de l'eau à l'intérieur, ou bien un tipi-tap devant les toilettes. Imam Mamoudou Diallo, président de l'AVPE, invite les autres localités à faire autant. Lutter contre l'insalubrité, c'est combattre une maladie. C'est pourquoi le service d'hygiène dit lutter contre l'insalubrité, c'est éviter les maladies. Ce trophée est un encouragement. Chaque village doit faire la même chose pour rendre propre notre environnement. Et nous prions pour que l'année prochaine, notre village puisse gagner la première place. L'émergence passera par l'hygiène ou ne se passera pas. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut avoir la santé. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. Donc... Capitaine Amadou Sarr multiplie ses actions dans les zones frontalières. Il invite les populations à multiplier ces genres d'initiatives, une manière de combattre l'insalubrité dans la zone. Merci à vous, Bakary Konté. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programmes en compagnie de la TFM. Au revoir.